Bonjour et bienvenue sur Plan B. Vous pouvez retrouver tous nos articles et nos podcasts sur www.planb.info avec un S à plan, puisqu'on est ouvert à une multiplicité de plans B. Aujourd'hui, je reçois Jean Latreille. Bonjour Jean. Bonjour Cyrus. Jean est enseignant en sciences économiques et sociales, mais ne partez pas, restez. On parle d'une science économique et sociale qui reconnaît qu'il y a des limites à la croissance et qu'une croissance infinie dans un monde fini est un concept pour le moins discutable. Jean, je vais te laisser te présenter ton parcours et peut-être ta prise de conscience sur les sujets qui occupent ou préoccupent souvent nos auditeurs. Oui, donc comme tu l'as dit, je suis enseignant en sciences économiques et sociales. Et sciences économiques et sociales, ça s'appelait le bac ES ou le bac B à sa création. Et existe depuis plus de 50 ans. C'est une particularité très française. On pourrait se définir un peu comme des professeurs de sciences humaines si on faisait plus d'histoire, hein. On n'embrasse pas toutes les sciences humaines, mais c'est vrai que l'économie, la sociologie, les sciences politiques, on fait des tours assez fréquents vers l'anthropologie, font que voilà, c'est notre domaine d'analyse, c'est vraiment voilà l'apport de toutes ces sciences à la compréhension de la société et du monde. Donc c'est quelque chose de très particulier et c'est ce qui fait que je déteste, c'est comme ça arrive encore récemment qu'un journaliste dise que je suis économiste. D'abord parce que je le suis pas, hein, c'est-à-dire un économiste, c'est quelqu'un qui fait de la recherche en économie, qui publie des papiers, etc. Donc je n'ai jamais rien publié comme papier d'économie dans une revue lue par les pairs, etc. Donc je ne suis absolument pas un chercheur en économie, je suis un pédagogue de l'économie, ça oui, je pense que je, je suis légitime et habilité à parler d'économie et à analyser les discours de l'économie, de la science économique, mais aussi ceux des sociologues, des anthropologues, etc. Voilà, donc je suis absolument pas économiste, hein, que ce soit très clair, même si c'était Jean-Marc Jancovici, quand il avait mis en lumière un de mes papiers sur LinkedIn, avait dit Jean Latreille, économiste, a dit des trucs intéressants sur la croissance, etc. Ben oui, mais sauf que je suis pas économiste. Alors quand j'ai dit après sur LinkedIn que j'étais pas économiste, les gens m'ont dit oh là là, il est vachement modeste en plus et tout. Non, non, je suis pas du tout modeste. Hein. Je suis juste, je crois qu'il faut savoir être à sa place. Hein, et moi, ma place, c'est juste celle d'un enseignant, donc de lycée, d'université aussi, où je fais des cours d'économie générale. Et donc, ça fait 30 et quelques années, oui, 30 ans, je crois, que j'enseigne cette matière. J'ai fait une quinzaine de lycées, j'ai beaucoup bougé, j'ai été au lycée expérimental de Saint-Nazaire, j'ai vu plein de configurations différentes, et là, depuis une dizaine d'années, je suis au lycée de Vitry-sur-Seine, lycée Jean Massé, où je suis très bien, et j'ai un public qui est très, très avide de connaissances, très avide de savoir, et qui nous remercie même parfois de tout ce qu'on peut leur transmettre, et surtout quand on est exigeant avec eux, surtout quand on leur dit, ben voyez, ça c'est un truc, je le raconte à mes étudiants, c'est voilà, je vous le dis, c'est pour le programme, mais n'empêche que ça vous permet de comprendre. Donc voilà, j'essaie de faire une pédagogie qui, comme toutes les pédagogies, est assez simple et immédiate pour que les gens s'en saisissent, mais aussi qui soit, j'espère, relativement exigeante et qui évite les simplismes. On a affaire à des sciences qui ont un niveau d'exigence et d'analyse qui mérite d'être prise au sérieux. Voilà, même Non, si je suis très critique, et on va le voir avec tout à fait. Je la science taquinais un petit peu la science avec, économique, mais c'est effectivement c'est une science très très complexe que oui, justement une certaine pensée économique dominante a tendance à simplifier en ignorant les voilà, questions ouais. de ressources naturelles. Là, dans cet entretien, on va donc effectivement, tu vas nous exposer avec pédagogie quelques fondamentaux de l'économie croissantiste dominante. Nous expliquer aussi en quoi on entre potentiellement dans un monde à croissance faible. Ça, à la limite, ça fait presque consensus maintenant chez les économistes. Ça commence enfin à rentrer. Nous parler des dérives du modèle dominant, et puis consacrer la deuxième partie de l'entretien à la question de la décroissance. C'est quoi? Pourquoi ça fait peur? Est-ce que c'est compatible avec la justice sociale? Comment ça fonctionnerait, cette économie décroissante qu'on ne connaît pas? Comment on l'organise? À quel rythme? Mais avant de passer à ces questions-là, si on va encore on s'arrête encore un petit peu sur ton parcours, toutes ces questions de climat, d'énergie, de pollution et d'érosion de la biodiversité, enfin, comment est-ce que ça t'est venu, comment est-ce que tu en es venu à t'y intéresser? Alors, moi j'ai 54 ans et donc j'étais ado dans les années 70
Et j'ai été assez vite interpellé pendant mes études d'économie dans les années 80 par ce que disait René Dumont. Je crois que Hmm. l'un des premiers qui m'a vraiment fait prendre conscience des choses, c'était René Dumont. Alors, en 74, j'avais 7 ans, donc j'ai pas suivi sa campagne présidentielle. Et à l'époque, dans les années 80, on pouvait pas revoir les clips de campagne. Maintenant, sur YouTube, je le montre à mes élèves, son clip de campagne de Mhm. 74, le fameux clip où il boit un verre d'eau en disant que c'est un des derniers verres d'eau potable qu'on peut boire. Et alors, tout le monde s'était marré en disant qu'est-ce que c'est que cet allumé complètement voilà, effrayé et effondriste. On ne parlait pas encore des effondristes à l'époque. Et, euh, donc oui, René Dumont, un premier souvenir de lecture pendant mes études d'économie. Donc René Dumont qui m'avait fait comprendre qu'il y avait eu un rapport du ministère de la Croissance du Club de Rome, hein, donc c'est par lui que j'avais su ça. Je lisais aussi à l'époque Albert Jacquard, plutôt sur les idées d'inégalité, hein. Il faut être honnête et dire d'où on vient. Je suis d'une famille qu'on peut appeler de bourgeoisie intellectuelle, humaniste. Voilà. Et donc, mon grand-père était un intellectuel lyonnais, spécialiste de l'histoire du clergé, mais enfin bref, c'est un détail, sauf que ça a été structurant en fait dans mes valeurs, hein, et plus j'ai avancé, plus finalement je suis allé vers les penseurs de ce type-là, en particulier Jacques Ellul, par exemple, hein, Jacques Ellul, qui était effectivement un penseur de la technologie, hein, sur son ouvrage remarquable, le système technique, et pour moi quelque chose, une réflexion absolument fondamentale hein, sur la compréhension de la place de la technique dans nos sociétés. Et on est là, un pied dans l'économie, un pied dans la sociologie. Et donc c'est pour ça que ça me plaît aussi beaucoup. Donc voilà les influences. Et alors ce qui m'avait quand même marqué, il faut que je le dise, c'est que ah oui, alors il y avait aussi Bernard Maris, hein. Bernard Maris dans les années 80, qui est le premier bouquin qui sort des économistes au-dessus de tout soupçon. Je me suis dit ce mec-là, il a compris qu'il y a un truc qui fonctionnait pas avec la science économique dominante. Mhm. Et d'ailleurs, dans ma famille, ma compagne me disait, mais si tu veux passer à l'agrégation d'économie, c'est pas en lisant Bernard Maris que tu vas y arriver. Il faut d'abord maîtriser les modèles. Donc, bien sûr, j'ai appris à maîtriser les modèles dominants. Mais c'est vrai que je me souviens que pendant mes études, si jamais il m'arrivait d'interroger mes profs sur ces problématiques, là, de limite des ressources, à chaque fois, je me faisais renvoyer dans mes cordes Mhm. et on renvoyait toutes mes références dans leur cordes aussi en disant mais non, c'est des gens qui n'ont rien compris à l'économie en fait, ils sont pas bons en économie ou alors ils sont anticapitalistes, donc ça voulait tout dire, c'est terminé, et ils souhaitent, hein, ils prennent leur rêve pour la réalité, ils souhaitent que le système s'effondre, et donc voilà, c'est pour ça qu'ils Ouais. raisonnent comme Ils ça. ont un peu pris le problème à l'envers, on va dire. Qui C'est a ce pris que le problème à l'envers? c'est ces gens-là, c'est-à-dire ils pensaient comme si on avait un choix de négocier avec les limites planétaires. Donc il ne s'agit pas de Oui, oui, c'est vouloir que ça, le mais système s'effondre. C'est si on continue comme ça, il risque de s'effondrer. Enfin bref. oui, mais l'idée, c'était surtout de stigmatiser et de renvoyer à une position idéologique fermée. Mm. Mais c'est marrant parce que René Dumont, il s'en défend dans son titre de campagne de 74. Il faut vraiment le revoir sur YouTube. Il dit, je ne suis pas un doux rêveur, je ne suis pas un allumé, je suis ingénieur agronome et j'ai lu les analyses économiques, j'ai lu les limites de la croissance et ce que je vous dis, c'est ça se défend rationnellement. Mais effectivement, on l'a fait passer pour un allumé alors que son discours était parfaitement en fait en phase avec ce que 50 ans plus tard, eh ben, on observe. Hein. C'est-à-dire Oui, que oui. Après, voilà, effectivement, souvent, il venait un peu casser l'ambiance dans une époque ah ouais, où aussi les ah gens, oui, quand même, qui quittaient les campagnes, allaient vers une vie plus confortable, etc. Mais en tout voilà. cas, oui, années 70, ça remonte sacrément. Tu as dû, pendant un certain temps, te sentir assez seul. Et Alors après, excuse-moi, si on veut continuer le parcours, il y a eu la rencontre effectivement avec le plein s'il vous plaît de Jean Covici, hein, Mhm. c'est 2006, et Ouais. je crois que c'est un des bouquins que j'ai le plus acheté, que j'ai le plus offert autour de moi, à mes Mhm. voisins, à mes frangins, à tout le monde, enfin bref. Ça m'a beaucoup Et, marqué, ouais. et C'était voilà, donc déterminant pour moi aussi. Ouais. ça c'était il y a 15 ans, Mm. et puis c'était court, clair et efficace, hein, comme dit Jean Covici. Et donc, oui, là, je suis rentré dedans, alors de plein pied, je me suis dit, bon, ça va, je ne suis pas les seuls à penser ça. Et donc, je me suis remis à fond dans ces problématiques-là. Et puis, alors, ce qui est arrivé, enfin, ce qui a définitivement
poser pour moi ma position par rapport à tout ça, c'est pas comment tout peut s'effondrer, de Pablo Servigne, qui finalement reprend exactement la même chose que ce qu'il y a dans le bouquin d'Heinberg, de Richard Heinberg, La fin de la croissance, 2012, donc il y a une dizaine d'années, et en fait, dans lequel il montre que si on voit tout ce qui converge dans plusieurs domaines, le domaine physique, le domaine économique, le domaine financier, etc., on a une multiplicité de points de rupture qui vont tous converger en même temps et qui vont faire que, il va bien falloir arrêter les conneries un peu, arrêter de penser qu'on peut croître comme ça indéfiniment et offrir à tout le monde toujours plus. Ouais, non, tout à fait. Non, de mon côté, ça fait une quinzaine d'années, donc le livre que tu cites, Jean Covici, a grandement contribué. Je me sentais déjà un peu seul à l'époque, alors toi, depuis les années 70, ça devait être encore plus. Et puis, je constate depuis 5-6 ans, beaucoup plus de monde tout à coup. Ah, mon Dieu, en fait, c'est un vrai problème et tout, dans toutes sortes de secteurs. Les assurances, la défense, l'énergie, l'agroalimentaire, etc. Voilà, on a un petit souci, quoi. Donc, bon, oui, mais voilà, ça commence à rentrer. C'est bien qu'on se réveille, mais on a vraiment 50 ans de retard. Moi, je me rappelle René Dumont disant, si avant 2000 on n'a pas bougé, c'est mort. Meadows, il avait donné la date de 2000, et avant 2000, on n'a pas bougé, c'est clair. Moi, je me rappelle de moi-même 10 ans, début de carrière, dans les années 90 à mes élèves, je leur parlais des limites de la croissance, je leur disais, mais vous inquiétez pas, l'écologie, ça prendra jamais, en fait. J'en étais là. J'avais été tellement échaudé par mes études d'économie et par voilà, en plus, l'URSS venait d'exploser, on est en train j'allais dire, de célébrer ou de se rappeler les 30 ans de la fin de l'Union soviétique, et donc le marché était partout, le marché avait gagné, c'était la fin de l'histoire, comme disait Fukuyama. Et donc voilà, et moi je disais, ça c'est bon, c'est mort, c'est plié, on n'y arrivera pas. Voilà. Et alors, je suis pas mécontent maintenant que la prise de conscience arrive, mais évidemment, je suis un peu effondré, sans vouloir faire de mots, sur le fait que ça arrive très, 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 très. Non, on peut limiter la casse. Alors, si on revient effectivement aux fondamentaux de la pensée croissantiste dominante, comment est-ce que tu la décrirais et quelles sont ses dérives? Alors en fait, il y a beaucoup de collègues de sciences économiques et sociales qui déplorent depuis très longtemps qu'on nous impose d'enseigner ce qu'on appelle le modèle néoclassique. Le modèle néoclassique qui a été lancé par le français Léon Walras à la fin du 19e siècle avec son modèle d'équilibre général, c'est-à-dire il a cherché quels sont les prix qui permettent d'aboutir à l'équilibre général de l'ensemble des marchés, y compris le marché du travail. Voilà, donc il a lancé ce modèle-là. Ce modèle a été formalisé par Alfred Marshall, qui était le prof d'économie de Kent à Cambridge, qui a été le prof de Pigou aussi, parce que Pigou, il faudra que j'en dise un mot. Et donc, ce modèle néoclassique, pendant des années, je dois avouer qu'en début de carrière, j'étais persuadé, comme beaucoup de collègues, que son défaut, c'était d'être libéral et de défendre le marché contre l'État. Alors, c'est vrai qu'il peut servir à ça, mais finalement, le plus gros défaut du modèle néoclassique, c'est d'être croissanciste, en fait. Et ça, j'ai compris plus tardivement, c'est-à-dire de ne faire que justifier l'augmentation des quantités échangées. Et ça se montre très facilement si on prend, tu me permets de prendre un petit schéma explicatif. Un graphique, oui, bien sûr. Pour ceux qui suivent en podcast, ça se suit facilement par description orale. Vas-y, Jean. Je fais ça à l'ancienne, je t'ai préparé un petit schéma avec une courbe d'offre et une courbe de demande. Ça s'appelle, donc c'est Alfred Marshall qui a formalisé la représentation d'un marché et la détermination de PE, là, le prix d'équilibre, sur un marché qui est le point de rencontre entre l'offre et la demande sur un marché. Ça, c'est l'équilibre partiel, on dit équilibre partiel parce que c'est sur un seul marché. L'équilibre général, c'est tous les marchés à l'équilibre. Donc, on a une offre croissante en fonction du prix. Alors là, on pourra peut-être en parler 2 secondes, mais il y a des hypothèses qui sont là derrière, qui sont très intéressantes à étudier. On a une demande aussi qui, selon certaines hypothèses, décroît en fonction du prix. Plus le prix est élevé, moins les gens veulent
de quantité, sont préachetés, et plus le prix est faible, plus on s'approche de zéro. Alors on peut être là, on peut être très loin, les gens pourraient demander une infinité de biens, pourquoi pas, pour un prix nul, enfin bref. Donc tout ça est une simplification, mais tout à fait intéressante. Ah oui, très important, moi quand j'enseigne ça à mes élèves, je leur dis, mais c'est très important de comprendre ça. Je cite tout le temps, et je le cite au début de mon bouquin, la phrase de John Robinson qui disait il est important d'étudier la science économique, elle l'a enseigné toute sa vie, il est important d'étudier l'économie, non pas pour obtenir des réponses toutes faites à des problèmes, mais pour éviter de se faire avoir et abuser et tromper, disait en anglais, de se faire tromper par les économistes. Donc c'est très très important de comprendre ça, et je ne demande pas à ce qu'on arrête d'enseigner cette théorie, parce que elle est absolument prégnante dans l'esprit de tous nos décideurs économiques et politiques. Ils ont ce modèle-là en tête, et un point c'est tout. Voilà. Et ce modèle-là nous dit quoi? Nous dit que, alors très important, c'est l'idée de surplus du consommateur et du producteur. C'est-à-dire que le prix d'équilibre qui est obtenu sur un marché est un prix qui évite aux consommateurs tous les prix qui auraient pu être plus élevés. Il y a des consommateurs qui étaient prêts à acheter plus cher, et qui n'ont pas payé plus cher parce que l'équilibre leur a permis d'avoir le meilleur prix possible. Et donc toute la partie toute la zone des prix plus élevés qui a été évitée, c'est finalement une dépense qui n'a pas été faite par les consommateurs, donc c'est un gain pour eux, qu'on appelle le surplus des consommateurs. Okay. Et puis les offreurs, eux, les vendeurs, ils ont également évité des prix trop bas pour lesquels ils étaient éventuellement prêts à procéder à un échange, mais c'est vrai que si les prix avaient été plus bas, ils auraient changé moins de quantité, c'est lié à leur coût de production, enfin on peut montrer, tout ça se démontre très bien à travers l'analyse néoclassique, mais on n'est pas là pour faire un cours entier sur la théorie néoclassique, mais effectivement il y a une zone là de gain, ou d'absence de perte, en fait, d'argent qui n'a pas été perdu par les producteurs parce qu'ils ont réussi, parce que le marché les a amenés au prix le plus élevé possible pour eux et au prix le plus bas possible pour les consommateurs. Donc on est vraiment dans le point d'équilibre, le point optimal, le point pour lequel tout le monde est content, et l'ensemble de cette zone, les économistes l'appellent le surplus global de l'économie. Et donc, cette analyse sert à démontrer qu'on a véritablement, quand on est à l'équilibre, le maximum de surplus global. Alors après, c'est génial parce qu'on peut du coup montrer que dès que l'État intervient, par exemple, pour fixer un SMIC, un SMIC sur le marché du travail, c'est un prix plus élevé que le prix d'équilibre. Sinon, ça sert à rien de faire un salaire minimum si c'est pas pour le mettre au-dessus de ce que le marché propose. Le SMIC, c'est l'idée, l'État va intervenir pour que les gens gagnent un peu plus que ce que le marché veut leur offrir. Mais si vous vous placez là, vous perturbez les mécanismes du marché, et puis surtout, vous allez créer à la fois du chômage et à la fois réduire le surplus global. On va créer du chômage parce qu'on va se placer sur le côté court du marché, comme on dit, et puis là, le surplus global, il va être nettement réduit. Voilà. Inversement, si vous voulez plafonner les loyers, éviter qu'ils soient trop élevés, si le marché crée des loyers trop élevés dans l'immobilier, l'État intervient, il fixe un prix en dessous, et là aussi, au lieu de créer une abondance de l'offre, il crée une pénurie de l'offre et il réduit également le surplus global. Donc finalement, ce mécanisme-là, cette théorie, elle nous sert d'abord à montrer que toute intervention de l'État est nuisible. Est nuisible à l'efficacité du marché. Le marché est efficace quand on le laisse faire. Voilà. Alors c'est vrai que je parlais tout à l'heure de Pigou, il y a eu quand même des classiques qui ont amendé un peu la vision idyllique de l'équilibre général, et Pigou, il est très important parce qu'il a dit il y a des choses que le marché ne peut pas prendre en compte, il y a des failles au marché, des market failures, et ces failles au marché, elles sont liées en particulier aux externalités négatives qui ne sont pas prises en compte par les prix et qu'on peut réintégrer dans les prix à travers des taxes. Donc c'est quand même important de souligner qu'effectivement il y a quand même et après ça, alors après on a eu tous les spécialistes des défaillances du marché. Joseph Stiglitz est très connu pour ça, il a eu le prix Nobel, et voilà, on peut après travailler sur les défaillances du marché. N'empêche que
ce marché existe, hein, cette vision du marché existe plus exactement, et cette vision du marché, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que je voulais montrer le schéma, c'est que on voit bien que s'il y a ce qu'on appelle un choc d'offre ou un choc de demande, alors il y a les chocs négatifs, hein, mais il y a les chocs positifs. Si on arrive à se débrouiller pour que le pouvoir d'achat, par exemple, des ménages augmente brutalement. Eh bien, la courbe de demande, si le pouvoir d'achat des ménages augmente, elle va se déplacer, comme on dit, vers la droite, c'est-à-dire vers l'augmentation des quantités demandées, quel que soit le prix, les gens vont demander plus. Et on comprend bien sur cette courbe que si on déplace la courbe de demande vers la droite, on agrandit la zone de surplus. C'est-à-dire qu'il est bon pour la société que les gens puissent acheter plus. Okay, et puis, on voit que si on fait un choc d'offres, ça peut être par exemple avec des nouveaux procédés de fabrication plus productifs qui permettraient que pour le même prix, on puisse offrir plus de quantité. Eh bien, on crée un choc d'offres positif, on déplace la courbe d'offres vers la droite, et là aussi, d'ailleurs, en offrant des produits moins chers, on va aussi influer la demande et augmenter la demande. Et bien, en déplaçant la courbe d'offres vers la droite, on va augmenter cette zone de surplus. Donc, ce modèle-là est fait pour dire une chose, c'est que plus on consomme, plus on produit, plus le surplus global augmente et plus on fait la preuve de l'efficacité des marchés. Point barre. Et inversement d'ailleurs, si jamais un hurluberlu voulait réduire la productivité ou prévoyait la baisse de la productivité pour des raisons dont on parlera tout à l'heure, ou prévoyait ou faisait quoi que ce soit qui réduise la demande, eh bien il réduirait le surplus et il réduirait la richesse globale et donc il mènerait l'économie dans le mur. L'économie est faite pour aller vers l'augmentation des quantités produites et consommées. C'est très très important et nous, c'est ce qu'on enseigne. C'est ce qu'on nous demande d'enseigner. On nous demande pas d'essayer de réfléchir parce que personne n'y a vraiment réfléchi à ce qui se passerait si un choc négatif, un choc d'offres négatif lié par exemple à une hausse globale de la productivité par réduction des ressources des ressources énergétiques par exemple. Qu'est-ce que ça pourrait faire et qu'est-ce que ça voudrait dire en termes économiques? Pour un économiste, c'est la catastrophe, c'est tout. Il faut bien comprendre pourquoi. Pour un économiste, le simple fait de penser une baisse de la productivité, une baisse du pouvoir d'achat, c'est une catastrophe économique. Voilà. Dans le monde marchand, parce qu'après ça j'en parlerai, voilà, voilà. Donc c'est ce qui paraît très important, c'est d'arriver à bien comprendre ce modèle qui structure. Alors après ça, du coup, comment on fait pour augmenter l'offre? Eh bien, les économistes ont 3 outils à leur disposition, et ils n'en ont que 3. Le premier, c'est augmenter le facteur travail en quantité. On met plus de gens au travail ou on les fait travailler plus et ils produiront plus. Il faut bien comprendre, je vais dire à mes élèves, pourquoi la droite ne peut pas comprendre depuis le départ que la réduction du temps de travail pourrait être quelque chose de bon pour l'ensemble de l'économie. Voilà, il faut travailler plus pour gagner plus. C'était le slogan de Sarkozy en 2007. Et c'est normal, puisque le modèle nous dit que si on veut produire plus, eh bien, il faut agir sur l'un des 3 facteurs qui augmentent la production, et par exemple sur le temps de travail, sur les quantités de travail mobilisées. Donc, mettons tout le monde au travail, ou éventuellement, alors très important, une fois que tout le monde est à peu près au travail, améliorons les compétences de chacun pour le rendre plus productif. On verra, ça sera dans le 3e facteur de production. 2e facteur de production, c'est les machines. Plus on mobilise de machines, plus on produit. Alors c'est marrant parce que, évidemment, plus on mobilise de machines, plus on produit. C'est comme si les machines fonctionnaient toutes seules. Jamais dans le modèle économique dominant, néoclassique, on dit plus on mobilise de machines et de ressources énergétiques, plus on produit. On produit parce qu'il y a plus de machines, et puis après le reste, c'est juste des consommations intermédiaires. Le pétrole, ça passe dans le papier, le plastique, l'électricité et tout ce dont on a besoin pour produire, même le bois, mais enfin toutes les matières premières, c'est une matière première comme une autre, et puis basta. Donc on pose qu'avec plus de machines, et c'est la vérité, on arrive à plus produire. On pose qu'avec plus de travailleurs aussi. Et puis après, alors ce qui est assez intéressant, c'est que dans les années 50, les économistes ont élaboré les théories de la croissance et se sont vraiment posé la question pendant après-guerre de qu'est-ce qui expliquait une croissance aussi importante pendant les 30 glorieux. Donc ils ont pris les chiffres de la croissance, du PIB, la croissance marchande, et puis ils ont regardé, ils ont dit, ben voilà, cette croissance marchande, il se trouve qu'elle est supérieure
si on regarde bien, à l'augmentation des quantités de travail qu'on a fait et à l'augmentation du nombre de machines qu'on a mobilisées. Et donc, il y a un truc en plus dans la croissance. La croissance augmente, la production augmente plus vite qu'augmentent les facteurs de production traditionnels, le travail et le capital. Et bien, ils ont dit, c'est Robert Solow avec sa théorie du résidu de la croissance, Robert Solow a dit, ce reste qu'on peut mesurer, ce reste, moi je vais dire que c'est lié au progrès technique. C'est lié aux innovations. Ce sont les innovations technologiques ou organisationnelles. Voilà. Alors à ce moment-là, on a ressorti des cartons Joseph Schumpeter, puisque Joseph Schumpeter, c'est le grand théoricien de la croissance par les innovations qui sont le moteur qui met en mouvement la machine capitaliste. La destruction créatrice, mais globalement, c'est un jeu à somme nulle. Oui, voilà. Pardon, à somme positive, pardon. Oui, donc voilà. Et donc, finalement, on a affaire à des économistes qui sont tous soit néoclassiques, soit schumpeteriens, parce que effectivement, quand on n'arrive plus à faire de la croissance, on se dit que la solution elle est forcément dans l'innovation, puisqu'on a posé que c'était l'innovation qui faisait de la croissance, et qu'à jamais aucun moment on a pu dire que ça pouvait être la quantité d'énergie mobilisée, ça vient tout seul, parce que les matières premières, on en a en quantité limitée. C'était Jean-Baptiste Say qui le disait, et c'est cité par tous les gens qui parlent de décroissance. Jean-Baptiste Say disait qu'à l'échelle d'une vie humaine, les ressources étaient inépuisables. Il avait parfaitement raison, parce qu'entre le moment où je suis né et le moment où je vais mourir, la différence des ressources, encore que... Bon, alors on y reviendra. Voilà. Non, mais à l'époque de Say, c'était vrai. À l'époque de Say... à l'époque, oui. Mais à notre époque, on y reviendra, mais dans les 30 prochaines années, à ce rythme-là, on consommerait autant de ressources que toute l'histoire de l'humanité. Donc là, à l'échelle d'une demi-vie humaine, c'est déjà impressionnant. Exactement, ouais. Non, là maintenant, on a dépassé les bornes. Mais effectivement, à l'époque où on a posé les fondements de la science économique, effectivement, il n'y avait pas une grosse différence entre les ressources naturelles entre le début de la vie d'un individu et la fin de sa vie. Donc, c'était considéré comme illimité. Et on n'a pas de questions à se poser. Maintenant, effectivement, évidemment qu'on a de vraies questions à se poser. Ouais. Et donc, je voulais dire que les économies sont donc soit néoclassiques et donc croissancistes et il faut produire plus pour augmenter les surplus globales, soit schumpeterien en disant si jamais il y a un petit ralentissement de la croissance, on va sûrement trouver une innovation de procédés ou même liée au débouché, à la recherche de nouveaux débouchés, on va trouver de quoi augmenter la croissance économique. Et puis ils peuvent être aussi, et j'en parle dans mon livre, ils peuvent être aussi keynésiens. Et alors, il se trouve que, alors Keynes, il faut que j'en dise un mot, mais bon, vous le direz dans le livre, j'ai un chapitre entier sur lui. Je parlais de Bernard Maris tout à l'heure, il était keynésien, il adorait Keynes. Keynes était vraiment une personnalité très originale, très particulière, très libre dans sa pensée, et qui effectivement a donné un coup de pied dans le modèle néoclassique considérable. Son prof d'économie, qui était Alfred Marshall, celui qui a formaliser la représentation du marché qu'on a vu tout à l'heure. Alfred Marshall, Keynes était un petit génie en mathématiques et il se demandait ce qu'il allait faire de sa vie. Et il s'était confié à son prof d'économie, Alfred Marshall, et Marshall lui avait dit « Oh, c'est pas la peine de faire l'économie, j'ai déjà tout dit. » Donc j'ai déjà tout dit, donc laissez tomber. Et puis Keynes, qui était vraiment un esprit brillant, s'est dit non, il a sans doute pas tout dit, il y a peut-être d'autres choses à penser. Mais ce que Keynes a pensé, c'est, je le dis très fort, ce que Keynes a pensé a beaucoup plu à tous les sociaux-démocrates ou aux gens de gauche, parce que la théorie keynésienne consiste à redistribuer les richesses pour améliorer l'efficacité du système. Ça, c'est la base de la théorie keynésienne. On redistribue les richesses parce que les riches, quand ils sont riches, accumulent leur capital qui n'est pas productif, qui ne sert pas à la croissance, alors que quand on distribue l'argent des riches vers les pauvres ont ce qu'on appelle une propension à consommer qui est proche de 1 ou de 100%, c'est-à-dire que comme tous leurs besoins ne sont pas satisfaits, si jamais on leur donne de l'argent, ils vont tout dépenser et ils vont contribuer à ce que je disais tout à l'heure, un choc de demande positif, et ça va être bon pour la croissance. Et alors c'est vrai que voilà, quand on est idéaliste, qu'on est de gauche, comme je le suis, etc., quand on est jeune, Keynes c'est le héros, quoi. C'est Robin des Bois, c'est un mec génial, sauf que Keynes était croissanciste. Il n'y avait pas de mystère, il était croissanciste. Il était même persuadé qu'un siècle après lui, on aurait réglé le problème le problème économique, comme on dit, parce qu'il avait prolongé les taux de croissance, et il s'était dit, si on continue comme ça, tout le monde aura tout ce qu'il faut dans un siècle.
hein, et que ça sera la fin. C'est bon, tout le monde, voilà, il avait prolongé les taux de croissance, il avait dit normalement, si je calcule bien, tout le monde devra avoir tout ce qu'il faut, et qu'après il faudra passer à autre chose. Or c'est un vrai problème parce que on a actuellement une partie du monde des décideurs économiques et politiques qui critiquent le système actuel et qui vont chercher chez Keynes un sauveur en disant on peut relancer la demande, etc. Pour dire clairement, Mélenchon est très, j'allais dire marxiste, j'allais faire un lapsus, mais c'est vrai aussi, hein, parce qu'il reprend beaucoup d'analyses de Marx sur le cycle argent, marchandise, argent, etc. Mais il est très keynésien. Hein. Ce que je veux dire, c'est que Mélenchon, quand il dit on va augmenter le salaire minimum de façon considérable, c'est parce qu'il explique les multiplicateurs dans ses conférences. Il est croissanciste aussi. Et il est croissanciste comme les autres. Donc il n'y a pas de limite au truc. Et puis l'important, c'est de promettre aux gens hein, le beurre, l'argent du beurre et la totale. Et parce que c'est ça qui fait élire les politiques. Systématiquement, c'est pas d'annoncer qu'on va moins gagner, qu'on va être restreint, qu'on va être contraint, etc. Donc voilà, on a finalement dans le corpus économique général que des gens qui n'ont que la croissance en tête hein, et qui n'ont que ça à offrir. Voilà. Et donc ça, c'est ça le cœur de mon sujet, moi, c'est de me dire ben voilà, j'ai tout ce modèle-là. Ce modèle-là, il dit à tout le monde, ben voilà, on connaît à peu près les moyens pour faire de la croissance, ce qui, à mon sens, est un peu faux, parce que justement, l'énergie n'est pas au cœur des analyses économiques, et que voilà, et qu'il suffira de trouver les bons moyens pour augmenter la production et la consommation, et on saura le système. Voilà. Donc, dans un monde fini, ben non, non, mais, merci beaucoup pour cet exposé incroyable de pédagogie. C'est en accéléré des heures et des heures et des heures de rappel de mes cours aussi à l'école. Tout me revient et effectivement en un quart d'heure, tu exposes globalement ce qu'il y a à retenir de tout ça. Toutes ces théories paraissent effectivement, alors d'un côté assez ingénieuses et intelligentes avec un pouvoir explicatif assez fort, d'autre part totalement absurde et aveugle à tout un tas de choses que sont effectivement les limites physiques à la croissance. Alors, si on met de côté des gens de type magazine Contrepoint, pour qui, c'est des questions même, je parle même pas d'écologie, mais de ressources naturelles, c'est même pas qu'ils s'en fichent, c'est que ça n'existe pas, ça rentre pas dans leur logiciel, ils sont capables de dérouler tout ce que tu viens de dire, mais sans aucun esprit critique, donc voilà, c'est la Bible, quoi. Donc, si on met de côté un peu ces gens-là qui vivent sur une autre planète, est-ce que quand même tu sens pas une sorte de prise de conscience dans le monde économique qui évolue voilà, il y a une musique de fond maintenant, y compris dans des chaînes et des médias assez, entre guillemets, conservateurs comme même BFM Business, etc. Ces sujets-là voilà, commencent à poindre le bout de leur nez. Parfois, dans d'autres médias, ils sont beaucoup plus prégnants. C'est dans Les Échos, je trouve qu'ils ont fait un assez grand bond en avant depuis quelques années pour voilà, être moins aveugle, voire prendre assez au sérieux toutes les questions de limites en termes de ressources naturelles, alors énergie, mais pas que, hein, climat, pollution, eau, etc. Et donc un esprit beaucoup plus critique sur les théories classiques. Voilà, sur les quelques dernières années, est-ce que tu ressens la même chose, même si c'est que c'est un petit début, mais moi, je sens quand même qu'il y a un petit virage. Ouais. En fait, le poids du GIEC, le poids des analyses du GIEC et le sérieux de ces analyses, hein, on n'a pas affaire à des petits bras et à des petits rigolos, hein, on a véritablement toute une communauté scientifique qui a abouti à un constat. Heureusement, on n'a plus de Claude Allègre et même bientôt plus de Luc Ferry pour dire que ça n'existe pas, d'accord. Donc ça, là-dessus, la moindre personne qui veut être honnête intellectuellement, on a encore le droit d'être un peu malhonnête dans la démocratie, hein, mais globalement, on ne peut pas faire comme si le problème n'existait pas. Donc il y a un problème et il faut savoir comment on en discute. Mais donc c'est vrai, tu as raison pour les Échos, tu as raison pour Le Point. Le Point, notre ami Philippe Biwix a fait ils ont fait un papier sur lui il n'y a pas longtemps, qui lui parle de décroissance, de l'OPEC, etc. Donc le Point est curieux de ces analyses-là, hein, qui essayent de faire avancer la compréhension d'un monde contraint, hein, et d'un monde qui ne peut plus augmenter les quantités de produits consommés et
et prélever aussi les quantités que l'on prélève. Donc oui, bien sûr, hein, ces gens-là sont pas idiots. Après ça, moi quand je regarde, alors il y en a un que j'aime bien suivre, c'est Patrick Artus. Patrick Artus, je le trouve absolument. D'abord parce que c'est pas un gars, il est inquiet. Hein, il a sorti un bouquin qui s'appelle Croissance Zéro il y a quelque temps, hein, que j'ai bien lu et bien analysé. Mais alors j'ai fait un article où je disais qu'en fait, les économies, ça me rappelle le dicton où on dit que pour quelqu'un qui n'a qu'un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. Hein. C'est-à-dire que, en fait, les économistes, ils ont une explication que je t'ai donnée tout à l'heure sur les 3 facteurs de production, et ils n'ont que ça dans leur boîte à outils. Donc, de toute façon, s'il y a un problème, et chez Patrick Artus, c'est évident que s'il y a un problème, c'est lié à un problème autour du capital humain, hein, du facteur travail. Donc, améliorons-le, formons mieux les jeunes, etc. Et vous allez voir, ça va faire de la croissance. Il y a eu un papier récemment qui disait que les jeunes sans emploi et sans formation entre 18 et 24 ans, si on arrivait à il y en a 1,5 million, je crois, si on arrivait à les former, on ferait de la croissance, puisqu'il y aurait plus de travail et de travail qualifié, donc productif, et que mécaniquement, ça nous ferait 0,4 points de PIB supplémentaires. Voilà, donc c'est génial. On a des économistes qui continuent de dire, allons-y, mobilisons les facteurs de production et ça va dans la croissance. Alors, ce qui me fait marrer, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher la hausse du PIB pour trouver que c'est une bonne idée de ne pas laisser des gamins sans rien, sans formation et sans boulot. Hein. On n'avait pas besoin de ça, mais bon, dans notre monde matérialiste et marchand, il faut absolument montrer que ça va être très bon pour la croissance. Mais donc voilà, quand vous lisez Patrick Artus, il dit augmentons le temps de travail, mettons la retraite à 67 ou à 70 ans, mécaniquement, puisque plus de gens travailleront, on aura plus de production. Voilà. Alors les machines, il dit que là, on peut pas trop, dans des pays comme les nôtres, augmenter encore le parc de machines. Donc la solution n'est pas de ce côté-là. Puis la troisième solution, elle est du côté des innovations. Et là, franchement, moi, il y a une vague innovatrice que je trouve plus forte que jamais, et qui, pour le coup, pour la prise de conscience, c'est des gens qui n'ont pas compris, en fait. C'est des gens qui n'ont pas compris, mais ils l'ont pas compris pour 2 raisons essentiellement. D'abord, parce que la théorie économique leur serine depuis Schumpeter que l'innovation est le moteur qui met en branle la machine capitaliste, que c'est ça, hein, le carburant, alors que si ça peut être un élément intéressant de la machine, c'est pas le carburant. Le carburant, comme le répète sans faillir et sans s'épuiser Jean Covici, le carburant, c'est les ressources énergétiques. Mais donc les innovations sont vues elles-mêmes comme le carburant du système, et donc si on a fini de former tout le monde, et d'ailleurs voilà, donc les libéraux ont toujours un volet éducation dans leurs propositions, ça en fait des gens plutôt sympas, du coup c'est leur côté un peu social, on va faire de l'éducation. Mais en fait l'idée c'est de rendre les gens plus productifs. Et puis on va donc faire des innovations, et alors effectivement quand tu vois le plan France 2030 du président, en fait quand je disais que tout le monde est keynésien. Finalement, Sarkozy était presque, avec son plan de relance là en 2009, était presque plus keynésien que l'a été François Hollande. François Hollande, il a dit « je suis schumpeterien ». Et à partir de Hollande, on est rentré dans il faut faire de l'innovation, c'est ça qui va sauver le système. Et Macron, il est schumpeterien aussi. Hein, le plan France 2030, c'est mettons de l'argent dans les innovations technologiques. Il y a forcément une solution technologique, ce que critique Philippe Biwix, hein, en parlant de technosolutionnisme. Hein, la solution est forcément dans le progrès technique et dans les innovations. Et donc, de ce point de vue-là, bien sûr, pour répondre à ta question, bien sûr que nos dirigeants et que nos élites ont compris qu'il y a un problème, qu'il y a des limites, etc. Mais ils se disent, c'est pas grave. On a un modèle qui nous dit qu'il y a une solution, elle est dans la technologie, qu'on va trouver les moyens, comme le dit, je crois que c'est Latouche, de faire plus de pizza avec moins de farine. On va y arriver, vous inquiétez pas, les ressources se font rares, mais on va faire plus de pizza avec moins de farine, ils ont l'air d'en être absolument convaincus. Je me permets une remarque qui va aussi permettre d'embrayer sur la question suivante que je voulais te poser. Oui, excuse-moi, j'ai un deuxième point juste. Oui, allez, vas-y. Ouais. Oui, c'est que mettre en avant les innovations, c'est aussi créer une machine à aspirer les investissements et les capitaux, qui elle-même est un facteur de croissance. À partir du moment où vous dites, moi j'ai trouvé une solution, alors typiquement l'hydrogène, hein, on en est je crois à la 4e ou 5e phase, période d'engouement pour l'hydrogène. On a déjà fait le coup 3 ou 4 fois avant pour nous dire, vous allez voir, l'hydrogène c'est l'énergie du futur, etc. Et à chaque fois, l'intérêt, c'est pas
pas tant de trouver une nouvelle source d'énergie, puisque ça n'en est pas une, hein, c'est un vecteur énergétique. Enfin, bon, ça, c'est pas ma partie, mais bon, les gens qui se renseignent, allez voir le Réveilleur. Moi, j'aime bien le Réveilleur sur YouTube. Il en a appris plein de trucs, ce gars-là. Et donc, je voulais dire que effectivement, l'hydrogène, c'est typiquement un aspirateur à investissement. Et quand vous arrivez à attirer des capitaux dans un secteur innovant, ben vous en faites de la croissance. Donc c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice. Je dis que l'innovation fait de la croissance, je me mets à mettre toutes mes billes dans les investissements et en accumulant des capitaux dans ce secteur-là, eh bien, je fais de la croissance parce que je mets des gens au boulot. Et même s'ils sont là que pour chercher et ne pas trouver à la fin, parce que dans les 30 précédentes vagues de recherche sur l'hydrogène, c'est retombé à plat, on s'est dit non, c'est peut-être pas l'énergie du futur, on laisse tomber. Et puis après ça, ben, alors maintenant qu'on s'est dit tiens, il y a peut-être, il faut peut-être rechercher une solution à la raréfaction des ressources énergétiques. Alors c'est remis sur le tapis, mais je répète, c'est remis sur le tapis parce que ça rentre dans un des facteurs de production, donc c'est une promesse de croissance, et à partir du moment simplement où on mobilise les capitaux pour aller dans ce secteur-là, on crée la croissance que l'on a annoncée, mais pas de la façon dont on l'a annoncée, hein, simplement en attirant les capitaux, et on crée, voilà, alors c'est la course au plus malin, à celui qui promettra l'innovation la plus spectaculaire et qui attirera donc à lui le plus de capitaux. Il y a de quoi, on le sait, devenir milliardaire en prévoyant des innovations plus géniales les unes que les autres. Et Elon Musk et Jeff Bezos et les autres, c'est ça leur job, hein, c'est de promettre une innovation technologique qui sauvera le monde et qui leur fera attirer à eux le maximum de capitaux. Voilà. Une remarque que j'avais lorsque effectivement les économistes énoncent énoncent des théories comme loi de la nature éternelle, déjà je me méfie. Cette théorie selon laquelle l'innovation crée toujours plus de croissance, même si on ignore à un moment toutes les limites qu'on a énoncées sur les ressources naturelles, etc., dans ces théories-là. Imaginons un monde aux ressources naturelles infinies pendant un moment. Eh bien, même cette théorie-là de l'innovation crée toujours de la croissance, enfin, j'ai pas de raison de penser qu'elle soit vraie. Je n'ai pas de preuves devant moi pour me dire que ce sera vrai à tout jamais. Si on prend la plus grande innovation et la plus grande transformation technologique et économique des 40 dernières années, donc Internet, je n'ai pas forcément de raison de croire définitivement que ça aurait créé plus de croissance. La croissance n'a jamais été aussi faible que depuis Internet. Donc, le taux de croissance diminuait déjà chaque décennie avant Internet. Ça a continué depuis. Depuis une douzaine d'années, la croissance est quasi nulle dans un pays comme la France et voilà, et dans d'autres aussi. Alors peut-être qu'elle aurait été encore plus faible sans Internet, j'en sais rien, mais en tout cas dire que Internet a relancé la croissance, pas particulièrement de raison de le croire. Enfin, l'avenir est le monde est beaucoup trop chaotique et complexe pour dire quelque chose comme une technologie nouvelle crée toujours plus de croissance. Non, peut-être que la destruction créatrice, c'est pas toujours vrai. Bon, bref, ça c'est un point qui m'amène à embrayer sur autre chose. Toujours dans une perspective, imaginons que les ressources naturelles soient infinies. Eh bien, d'autres théories qui peuvent être contredites sur toujours plus de croissance, on observe bien à nouveau depuis 12 ans que la croissance de toute façon plafonne, et selon moi, ça n'a pas vraiment grand-chose à voir avec des limites de ressources naturelles. Ça va venir, les ressources naturelles, les limites écologiques vont de plus en plus faire pression sur l'économie. Mais pour le moment, ce qu'on observe depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire une croissance quasi nulle, si on se fie aux statistiques de pouvoir d'achat de l'INSEE ou au PIB constant par habitant en France, enfin tout ça ne croît presque plus. Il y a beaucoup d'autres choses pour l'expliquer. Il y a le vieillissement de la population. Donc ça, en quoi est-ce que c'était prévu dans les théories économiques? J'en sais rien, mais une population qui est de plus en plus âgée n'a pas le même comportement de consommation qu'une population jeune. Il y a des phénomènes de saturation, il y a des phénomènes de déconsommation. Enfin, à un moment, les gens ont peut-être pas, une fois qu'ils ont deux maisons, deux voitures, etc. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on veut leur vendre de plus? On fait que renouveler les équipements, mais le gros de la croissance est derrière nous. Donc tout ça, j'ai l'impression que c'est pas forcément non plus pris en compte. Tout ça pour dire, en parlant de monde économique qui évolue, je sens aussi un consensus économique se former autour de l'idée que de toute façon, on entre dans un monde à croissance faible. Enfin, on reconnaît de plus en plus qu'on entre en stagnation séculaire,
avec ou sans limite écologique d'ailleurs, mais il se trouve aussi qu'en plus il y a des limites écologiques. Donc voilà, ça rejoint aussi les autres évolutions qui fait que je sens aussi le monde économique un peu évoluer, même un consensus qui se crée autour de toute façon, il va falloir gérer un monde avec une croissance faible. Bon, j'aimerais bien qu'on se lance sur aller encore plus loin, c'est-à-dire pour moi, c'est pas seulement un monde à croissance faible dans lequel on entre. Pour moi, la décroissance, c'est une donnée d'entrée. Hein, on entre en décroissance, qu'on le veuille ou non. Alors, toute la question est de comment la gérer. En décroissance de plein de choses, hein, de consommation de trucs, de machins et de bidules, en décroissance en termes énergétiques, en décroissance en termes économiques. Voilà, pour moi, c'est ça la nouvelle donnée d'entrée. Donc, après des décennies où la donnée d'entrée, c'était la croissance, je pense que maintenant, la donnée d'entrée, la nouvelle, c'est la décroissance. Tout est une question de... déjà, la décroissance, c'est quoi? Je voudrais bien que tu la définisses. Pourquoi elle fait peur? Comment est-ce que ça fonctionnerait? Comment est-ce qu'on l'organiserait? Alors, la décroissance, c'est une chose, mais à quel rythme? Alors voilà, faire moins 0,5% par an, c'est pas la même chose que faire moins 3% par an. Enfin, voilà, est-ce que tu peux ouvrir sur des perspectives, sur ce qui nous attend les prochaines décennies et d'abord nous définir, selon toi, c'est quoi la décroissance? Et puis, comment tu vois les choses? Et puis, je rebondirai au besoin sur ce sujet inspirant. Puis bien, tu sais qu'elle dit un million de choses là, et qu'il faudrait 1h30 ou 5h30 de plus pour y répondre. Je veux juste évoquer 2 ou 3 trucs que tu as dit. Par exemple, sur le rôle d'Internet et sur cette croissance séculaire. Il y a ce qu'on appelle le paradoxe de Solow, le fameux théoricien des facteurs de la croissance, qui avait remarqué dans les années 80 que les ordinateurs étaient partout, sauf dans les chiffres de la croissance. Et il était étonné que la montée en gamme, comme on dirait, de l'informatique, ne se traduisent pas dans les chiffres de la croissance, ce qui n'a pas été vrai après, hein, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Si dans les pays développés, on n'a pas eu un retour à des taux de croissance de 3, 4, 5%, on peut supposer que la mondialisation libérale telle qu'elle existe n'aurait pas existé sans l'informatique, et en particulier sans Internet. Moi, je dis à mes élèves qu'une date historique fondamentale, puisqu'on parle en ce moment de 91, la chute de l'Union soviétique, c'est 92, l'arrivée d'Internet. Hein, le protocole des 3W, c'est 1992. Et là, il s'est passé quelque chose, me semble-t-il, qui a permis effectivement que l'on mondialise la finance, puisque d'un seul clic d'ordinateur, les capitaux ont pu aller se placer partout où on voulait, et on a pu donner des ordres à distance, on a pu piloter des usines et des chaînes de valeur qui étaient absolument éclatées dans le monde entier, et donc ça a donné naissance aux firmes multinationales qui n'existeraient pas sous leur forme si on n'avait pas eu Internet. Donc je suis pas du tout d'accord avec l'idée qu'Internet n'a pas été, du point de vue de la croissance, quelque chose de spectaculaire, et ça a permis que, du point de vue du PIB mondial, on ait véritablement une croissance spectaculaire qui, à mon sens, n'aurait pas existé sans Internet. Mais tu sais que c'est le problème de tous les économistes, hein, d'essayer de raisonner toutes choses égales par ailleurs. Que se serait-il passé si telle chose n'avait pas existé? C'est très très compliqué de modéliser une croissance en enlevant l'effet d'un facteur. On ne peut pas reproduire l'expérience en neutralisant l'effet d'une variable, ce qu'on peut faire dans un certain nombre de domaines, neutraliser l'effet d'une variable, mais là, en l'occurrence, par exemple, c'est quelque chose de très compliqué à faire. Pour la stagnation séculaire, moi je fais partie, mais il faut lire Richard Heinberg pour ça, des gens qui pensent qu'elle date des années 70, hein, le fondement de la croissance. Et alors là, il faut quand même citer quelqu'un, c'est Jean Fourastier avec les 30 Glorieuses. Jean Fourastier, il avait fait les calculs, j'allais dire, alors, à la Cointable, à la Jancovici, et il avait dit, ben voyez, au rythme actuel de croissance des 30 Glorieuses, il avait dit ça en 74, si on continue, j'ai calculé que dans 30 ans, il faudra la masse de la Lune en matériaux pour arriver à satisfaire à peu près tous les besoins de l'humanité. Peut-être pas dans 30 ans, mais dans 80 ans, il avait calculé ça. Et il avait fait ce calcul très bête que tu as évoqué très rapidement, et je tiens à le redire, il est dans mon bouquin. C'est que si vous posez une quantité en 1850 et que vous l'augmentez, vous prenez un tableur Excel, ça se fait très bien, vous l'augmentez de 2% chaque année. Et vous regardez, donc après vous faites la somme de toutes les quantités que vous avez obtenues, 100, 102, 104, c'est pas exactement 102, 104, mais enfin bref, vous faites la somme de tout ce que vous avez prélevé depuis la première année, où vous avez prélevé un petit peu, et puis avec 150 ans de croissance à 2%. Eh bien, la somme de tout ce que vous avez prélevé, de toutes ces quantités prélevées en augmentation de 2%, si vous continuez après à augmenter la quantité à laquelle vous êtes arrivé, vous l'augmentez encore de 2% pendant 30 ans, et que vous faites la somme de ce qui est prélevé pendant 30 ans,
hein, c'est-à-dire de maintenant à 2050, elle est absolument égale à la somme de tout ce qui a été prélevé pendant 150 ans. Et ça, il faut quand même arriver à le concevoir, c'est-à-dire que ce que l'humanité a tiré comme ressources en fer, en cuivre, en pétrole, en tout ce que vous voulez, depuis 150 ans, cette quantité-là, c'est ce qu'on s'apprête pendant 30 ans à prélever. Autant dire que cette génération qui arrive, c'est la génération de la dernière chance. Après ça, comme je dis tout le temps, on peut fermer la boutique. Je pense que véritablement, on sera enfin arrivé aux prévisions alarmistes du Club de Rome, à savoir, à un moment, les ressources vont manquer. Et ça c'est réel. Donc, en fait. Climat ou pas climat d'ailleurs, le Club de Rome, oui, même pas la variable climatique dedans. Exactement. Il se trouve qu'on a aussi un problème climatique. C'est très important que tu dises ça, parce qu'effectivement, en dehors même du problème du climat, en dehors même du fait qu'on massacre la biodiversité, en dehors même de tous les problèmes d'inégalité qui montent, etc. De toute façon, la fête va être finie, et ça, effectivement, c'est facile à comprendre. Voilà. Et donc, c'est simplement lié, je répète, à ce que Jean Fourastier avait compris, qu'il n'était pas possible, dans un pays comme le nôtre, de continuer avec des taux de croissance à 4 ou 5%, et qu'à un moment, il allait falloir que ça se réduise, de même qu'après une forte période de ce qu'on appelle la croissance extensive, en Asie, une fois qu'on a installé tout le monde, on ne peut plus faire des taux de croissance à 2 chiffres, comme on dit, à plus de 10%. Il y a un moment, il faut que ça se ralentisse, et on peut juste essayer de stimuler tout ça avec quelques innovations, etc. Et avec quelques innovations, et avec aussi beaucoup d'argent, ça c'est encore un problème, parce qu'en fait, depuis les années 70, on a quand même une stimulation monétaire de l'économie. Alors, depuis 70, mais surtout depuis j'allais dire 2009, depuis 10 ans, on sauve le système en l'inondant de liquidités, et en disant que c'est toujours ça qui fera le moteur du système. Et d'ailleurs... Et pourtant, on a de moins en moins de croissance, malgré de plus en plus de dettes. Alors oui, c'est-à-dire qu'on sauve, en fait, on éteint un incendie en balançant des seaux d'essence dessus, comme je dis tout le temps. Donc en fait, on crée un autre problème en pensant en résoudre un, et on va se retrouver. Et ça, c'est un des effondrements parmi tous les effondrements. Ça sera l'effondrement de la bulle financière et des dettes accumulées dans le monde qui sont absolument hallucinantes. On en est, je crois, à 3 ou 4 fois la dette mondiale est 3 ou 4 fois égale au PIB mondial. Donc c'est un truc irremboursable, c'est un truc qui forcément va poser un problème systémique majeur, parce que si on n'a plus que ça pour stimuler la croissance, le jour où on l'a plus, et il faudra en tout cas qu'on règle le problème, on va avoir un gros problème. Donc ça fait partie du raisonnement, j'allais dire un peu collapsologique, des gens qui disent que toutes les crises arrivent au même moment, et tu as raison, la crise aussi du climat qui n'est pas la moindre, mais qui finalement en est une parmi d'autres. Voilà, même si évidemment peut-être que les conséquences sur les capacités à vivre bien sur la planète vont être tellement importantes que c'est peut-être par là que les problèmes arriveront. Mais franchement, je prendrai pas les paris, moi. Alors justement, ta deuxième partie de ta question, c'est quelle décroissance, quelle perspective. Alors là, j'ai dit que j'étais très modeste, que je suis pas économiste et que je suis enseignant en sciences humaines, et je me risquerai pas au moindre pronostic, sauf celui qui dit qu'on va manquer de ressources. Et donc, moi, il y a un pronostic que je peux faire, et c'est pas sur quelle décroissance va venir, mais une chose me semble certaine, c'est qu'on ne va plus pouvoir augmenter la productivité comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Et là, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, alors dans mon livre. D'abord parce que la productivité m'a toujours mis mal à l'aise au sein de la pensée économique, parce qu'elle sert à des raisonnements qui me déplaisent fortement. Est-ce que tu peux définir ce qu'est la productivité? C'est le PIB par heure de travail? Oui. Voilà. C'est la quantité produite par unité de facteur de production. Alors tu prends ce que tu veux, le nombre de travailleurs, le nombre d'heures de travail, le nombre de machines, le nombre de capitaux investis, et dès que tu vas augmenter la valeur produite, plutôt la valeur que la quantité, par unité de facteur de production, tu te dis que tu es plus productif. Alors la productivité, ça me pose plein de problèmes. Alors dans Merci les pauvres, j'avais fait toute une série, quelques pages là-dessus, parce qu'en fait la productivité dans le corpus néoclassique, elle sert à justifier les salaires. Pour moi, c'est un mensonge considérable. Pour une raison simple, c'est que comme tu l'as dit, la productivité, c'est très compliqué à mesurer, voire c'est immesurable. Parce que quand je m'aperçois que la production augmente par personne qui travaille, est-ce que c'est dû au fait que le travailleur
est plus efficace, ou est-ce que c'est parce qu'on a ajouté au travailleur une machine qui est plus efficace? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce qu'on a mis de l'essence dans le système et qui est plus efficace que l'énergie des moulins à vent qu'on avait avant? Qu'est-ce qui fait que l'efficacité, et comment je la mesure? Et en particulier, il y a plein de métiers où il me semble absolument évident que la productivité est impossible à mesurer. Et donc, décider que les salaires sont déterminés par l'efficacité du travailleur, c'est un mensonge, à mon avis, qui se fait au profit de ceux qui ont des bons salaires et qui disent, ben, vous voyez, j'ai un bon salaire, parce que dans un système méritocratique, si j'ai un bon salaire, c'est la preuve que je suis méritant et que je suis plus compétent et plus productif que les autres. Ça. Donc, on a des spéculateurs 100 fois mieux payés que des agriculteurs. Mais voilà. Je veux dire, on n'a jamais démontré et mesuré l'efficacité productive. Alors, Stiglitz dit l'utilité sociale même, et puis David Graeber en parle beaucoup dans Bullshit Jobs, l'utilité sociale de quelqu'un qui gagne beaucoup. En revanche, ce qui est certain, quand on est un peu anthropologue ou politologue, c'est que, évidemment, si je suis bien payé, c'est que je suis dans un secteur d'activité qui a les moyens d'imposer à la société de bien payer. Donc, je dis à mes élèves, trouvez le boulot dans lequel vous aurez les moyens de défendre vos salaires, ce qui n'est pas le cas chez les profs, par exemple. On le sait, nous, les profs, c'est bon. C'est pas une loi de marché, c'est pas une résultante, pour moi, une résultante des lois du marché que les financiers soient si bien payés. C'est parce qu'ils ont installé un système où ils sont les premiers à avoir la main sur l'argent, ils en font ce qu'ils veulent. Enfin, il n'y a pas de raison. Sur l'argent ou sur la politique, enfin, c'est vraiment un problème de pouvoir. Si je fais partie d'un corps qui a ses entrées dans le monde des décideurs économiques et politiques, je serai une activité qui sera bien rémunérée, puisqu'on aura décrété en haut lieu que je suis quelqu'un de très important. Voilà. Mais la productivité... C'est politique et non économique, pour moi. Ah oui, c'est limite une mafia. Enfin bon, bref. Non, ça, je te laisse le faire, mais bon. J'assume mon propos. Non. Dans Merci les pauvres, je cite Thomas Piketty, qui a fait un bouquin sur l'économie des inégalités et qui analyse cette hypothèse-là. Est-ce que véritablement, quand je regarde les différences de salaire, je peux les attribuer à des différences de productivité? Et ça, non. Ça, on n'a pas d'études sérieuses qui nous montrent que les salaires les plus élevés sont liés à une productivité très élevée, que les salaires les plus faibles, et sans compter, je répète, ceux dont on ne peut pas mesurer la productivité. C'est quoi ma productivité à moi de prof? C'est le nombre d'élèves qui réussissent le bac? C'est quoi? En fait, c'est impossible à mesurer en réalité, parce que si vous décidez que je serai 2 fois plus payé quand tous mes élèves auront 16 de moyenne au bac, et ben moi, je vais y arriver, il n'y a pas de souci, c'est moi qui note au bac, donc je mets 16 à tout le monde, et puis on augmente tous les profs. Donc c'est totalement impossible dans beaucoup de secteurs de mesurer ce que peut être la productivité, et puis en plus de supposer que cette productivité est constamment croissante. Comment on augmente la productivité de quelqu'un qui vous coupe les cheveux? Il faut absolument tout le temps le même temps pour couper les cheveux, et puis il faut même éviter qu'il fasse ça trop vite, parce qu'après il va vous faire des trous dans la tonsure, dans la chevelure. Et donc non, voilà, la productivité, moi c'est une notion qui en économie m'agace beaucoup, parce qu'elle sert à un certain nombre de mensonges. Je évoque dans mon bouquin le fait que depuis Smith, on est persuadé qu'elle vient de la division du travail. C'est quelque chose que je rediscute aussi, au regard évidemment toujours du rôle de l'énergie dans l'efficacité productive. Et puis donc, puisque la productivité, c'est ce dont on a besoin pour améliorer le dernier facteur de production sur lequel on peut un peu compter, envisager, et ça, alors ça pour le coup, tu me demandais ce que je prévois, envisager que la productivité globale du système baisse, c'est quelque chose d'impossible et d'inconcevable pour un économiste. Et si on pense que les ressources énergétiques risquent de manquer à un horizon que je ne veux pas définir, c'est pas mon boulot, allez voir ce que disent les spécialistes de la question. Si on pense que les ressources énergétiques vont baisser, qu'elles ne seront pas remplacées par la simple bonne volonté des gens qui veulent électrifier tous les usages. Il y a la fameuse donnée qu'on peut quand même dire que 80% de l'énergie finale utilisée dans le monde, c'est du fossile. 85% et c'est stable depuis. Voilà, dont toujours. Il faut se débarrasser. Et si on s'en débarrasse pas maintenant, dans 150 ans, on s'en débarrasser parce qu'on aura tout brûlé et on aura créé un monde cataclysmique. Mais de toute façon, ça, faut que ça disparaisse. Eh bien, on ne peut pas envisager un horizon suffisamment rapide on multiplie par 5 ou par 6 ou par 10 l'électricité produite pour remplacer les énergies fossiles. Donc, si on arrive à concevoir que l'énergie va manquer, tout simplement, d'ailleurs dans le scénario RTE que tu as
que tu as regardé et que tu as analysé avec Karine Guerbi, dans ce scénario, on tape directement sur 40% de demande d'énergie en moins. Voilà, directement, à 30 ans, on a décidé que de l'énergie, il y en aurait moins. Donc tout le monde le pense. Il y a des gens qui disent oh mais c'est pas grave, on fera ça avec un peu plus d'efficacité du système. J'y crois pas 2 secondes, mais c'est pas grave, c'est pas mon boulot, donc je suis pas Madame Soleil, donc on verra bien. Rendez-vous dans 3 ans. Voilà, mais je ne vois pas comment, en termes de ressources, en termes etc., on arrivera à multiplier par 5. Et alors c'est pas par 5 parce que il se trouve que nous en France, une partie de notre électricité est nucléaire, une bonne partie en plus. Donc il faut d'abord multiplier par 5 notre production électrique qui soit pas nucléaire. Si certains pensent que le nucléaire n'est pas est dangereux pour l'avenir, et puis après ça, multiplier encore par 5 ou 6 ou 10, c'est juste infaisable à court terme. Voilà. Et donc, si on est contraint sur l'énergie, ben forcément, on va plus pouvoir gagner en productivité. Si on arrive à penser que la productivité, plutôt que de venir de ce fameux progrès technique vaporeux qui est partout et nulle part à la fois, si on pense que la productivité, elle venait du fait qu'on a mobilisé comme jamais de la puissance énergétique fossile au profit du système, et je t'ai dit que la mondialisation libérale, elle repose sur Internet, mais elle repose évidemment sur toutes les fossiles qui ont permis de déplacer de partout les marchandises, et y compris de faire marcher Internet aussi, puisque l'électricité qui fait marcher Internet, il n'est pas que renouvelable. Donc voilà, à partir du moment où on se projette dans un monde à énergie contrainte, restreinte, ou décroissante, tu dis comme tu veux, eh bien, on est dans un monde qui perd en productivité. Et là, ça devient intéressant à réfléchir. Et c'est ce que j'essaie de réfléchir dans mon bouquin. Ça devient intéressant parce que la baisse de la productivité, ça a plein d'avantages, mais il faut voir qu'est-ce que ça touche et qui ça touche. Moi, la croissance ou la décroissance qui m'intéresse, c'est la décroissance marchande. C'est-à-dire toutes ces activités que l'on a développées pour faire croître le marché et pour justement augmenter les revenus. J'en parle dans le bouquin. Toutes les activités domestiques ont été marchandisées. Tout ce qu'on faisait à la maison avant, on le fait faire par le marché. C'était pas obligé, on n'est pas obligé, mais du point de vue de la création de richesse monétaire, ça a été une bonne idée. On a donné au marché, on a délégué au marché le soin de tout faire à notre place. On a créé des gens, et j'en parle aussi, qui sont à mon avis plus capables de rien faire, qui ont perdu tout leur savoir-faire. Et ça, c'est, à mon avis, c'est l'équivalent d'une perte de biodiversité, mais en termes de savoir-faire. On a perdu des savoir-faire, mais qui étaient d'un précieux extraordinaire et qui ont disparu avec les gens qui savaient le faire. On peut citer en plein de domaines, et à commencer par la cuisine, parce que j'aime beaucoup la cuisine. Je pense qu'à un moment donné, les mères ont eu tort d'arrêter de dire à leurs enfants, j'ai pas dit à leurs filles, mais de dire à leurs enfants comment on faisait des bons petits plats, et en leur disant débrouillez-vous, gagnez bien votre vie, et le marché vous fournira des bonnes choses à manger. Voilà, on a perdu des savoir-faire dans beaucoup de domaines, et les gens savaient faire des choses eux-mêmes. Je l'évoque un peu dans mon bouquin. Moi, je suis stupéfait par ce que savaient faire mes grands-parents, qui n'étaient pas des paysans, mais qui savaient faire plein de choses que je ne sais absolument pas faire, ça n'a pas été transmis. Et voilà. Et donc je pense qu'un monde qui perd en productivité, donc qui ne pourra plus autant qu'avant déléguer au marché tout ce qui doit être fait, va devoir se réapproprier une partie de ce qu'il doit faire. Et la bonne idée, enfin l'intérêt, pardon, de penser cette baisse de la productivité, c'est de se dire que c'est l'effet débond. L'effet débond, c'est l'inverse de l'effet rebond. C'est-à-dire, alors, si tu me laisses 2 minutes, j'explique le truc. Intéressant. Le contre-paradoxe de Jevons, peut-être. Ouais, exactement. Le paradoxe de Jevons. Jevons avait montré, à propos du gaz ou du charbon, je sais plus, que si on gagnait en productivité, on réduisait le prix des biens produits et qu'on récupérait donc du pouvoir d'achat pour acheter plus. Et donc, les économies qu'on pouvait faire sur une matière première, au lieu de réduire la consommation de cette matière première, l'augmenter au final, puisqu'elle créait une demande supplémentaire dans un autre domaine. Je ne sais pas si j'étais parfait sur l'explication de l'effet rebond. C'était le charbon, mais mais peu importe. Et puis voilà. C'est effectivement un phénomène qu'on observe depuis à peu près partout, qui, voilà, on va dire, annihile une partie des gains
d'efficacité par l'effet rebond. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on gagne en efficacité, on libère du pouvoir d'achat qui lui-même, se dirigeant vers d'autres produits achetés, font que ce qu'on a économisé, je ne sais pas si on a des voitures qui consomment moins d'essence, l'effet rebond, ça peut être tout simplement qu'on fait des plus grosses voitures qui au bout du compte consomment la même quantité d'essence, mais simplement on a profité du gain de productivité pour rouler dans des bagnoles, des SUV qui baissent 3 fois plus qu'avant. Voilà. On observe même chauffer davantage parce que la maison est mieux isolée, enfin plein de choses comme ça. Exactement. Alors l'effet des bons, moi ce qui m'intéresse, c'est quand on perd en productivité. Quand on perd en productivité, on doit consacrer plus de ressources et plus de notre temps, et je suis très intéressé par à quoi on va consacrer notre temps dans le futur. Alors je répète, je suis pas Madame Soleil, mais si quelque chose change dans le futur et si la productivité baisse, alors il va falloir qu'on occupe plus de notre temps à faire des choses nous-mêmes qu'à les faire faire par des machines qui n'auront plus de carburant pour produire à notre place. Et si on fait nous-mêmes, on va faire plus lentement. Et si on fait plus lentement, on va être obligé de faire moins de choses. Et si on fait moins de choses, ben justement, on va moins consommer, moins faire appel à des productions qui consomment plus de ressources. Donc, il y a une accélération vers la sobriété qui se fait à partir du moment où on rentre dans la sobriété ou dans la décroissance. Ah oui, tiens, l'euphémisation de la décroissance, c'est la sobriété, mais il faut bien qu'on arrive à vendre le concept. Mais là, j'entre pas dans le débat. Moi, je pense avec la touche que c'est bien qu'il y ait des mots qui percutent. Mais oui, non, faut que les gens commencent à assumer leurs convictions. Oui, d'accord, mais je suis d'accord aussi. Il y a la touche qui dit la décroissance, c'est un mot obus, c'est un mot qui percute, et donc ça oblige les gens à se positionner. Et puis il y a des gens comme Jean Covici qui disent parlons plutôt de sobriété parce qu'on va pas rentrer en guerre tout de suite entre croissance. Alors en guerre, je sais pas, dans les sondages quand ils formulent le terme décroissance. Encore hier, je voyais un sondage de ça et un autre sondage. Je pourrais mettre le lien, mais quand on pose la question aux Français, mais aussi britanniques, italiens, enfin les sondages se multiplient. Êtes-vous favorable à l'idée de décroissance? 54, 60, 65% des gens disent que oui. Donc à un moment, faut peut-être pas trop tourner autour du pot. Il faut décroître sur certaines choses et croître sur d'autres. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que la décroissance ou la sobriété, elle aura un effet accélérateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va prendre l'habitude d'avoir moins et de passer plus de temps pour faire nous-mêmes ce que le marché ne pourra plus nous offrir ou même simplement à un prix acceptable, ça va redevenir rentable de plus en plus de faire nous-mêmes. Alors on sera moins productif que l'a été le marché, mais en étant moins productif, on va être obligé de se recentrer sur les activités essentielles et ça me paraît et c'est évidemment dans la logique des gens comme Latouche ou Paul Ariès. Oui. Paul Ariès, je l'ai pas cité, mais important. Il a été un peu à la base de la revue La Décroissance que je conseille de lire parce qu'ils ont le peps. Et d'ailleurs, ça me fait marrer parce que je voulais absolument le dire. Il y a 15 ans, il mettait Jean Covici dans les éco-tartuffes. Ils ont une rubrique, c'est les éco-tartuffes, les mecs qui se font passer pour les écolos et qui ne le sont pas. Et moi, ça fait longtemps que j'ai lu la revue La Décroissance et Jean Covici avait été mis là-dedans. Et dans la dernière revue La Décroissance, ils ont une petite note de bas de page sur l'éco-tartuffe du mois qui est Denis Oliven et qui se revendique de Jean Covici uniquement à cause de sa position sur le nucléaire. Mais les gars du journal La Décroissance disent Denis Oliven n'a pas dû bien lire Jean Covici parce qu'il n'est pas aussi optimiste sur la capacité du nucléaire et des innovations de sauver la croissance économique. Voilà, j'ai été très content de voir que La Décroissance, qui ne laisse rien passer, qui ne fait cadeau à personne en termes de décroissance et reconnaît que Jean Covici, c'est pas juste le croissanciste nucléariste. Non, je vois personnellement pas de raison d'opposer le nucléaire et en général le progrès technologique à la décroissance et à la sobriété. Enfin, mais je m'étends pas plus là-dessus, mais on a un bouquet de solutions. La sobriété et la technologie en font partie. Enfin, opposer les deux, c'est complètement. Enfin, ça n'a pas de sens. Alors, passionnant, Jean. Juste des points vraiment où je voulais ton avis, sans te couper, mais n'hésite pas à poursuivre. Mais est-ce que le monde que tu décris, est-ce qu'il peut être plus ou moins bien organisé? Parce que dans la notion de décroissance, il y a aussi une espèce d'organisation, de planification. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de décroissants disent, et je pense à juste titre, il ne faut pas confondre décroissance et récession. Une récession, c'est subi, une décroissance, c'est planifié intelligemment. Bon, bref, encore faut-il réfléchir à ce qu'on organise. Mais ça, c'est un point. Et est-ce que le monde que tu décris peut être socialement juste, sachant que dans l'idée d'organisation et de planification, c'est aussi à des fins d'équité et de justice sociale? Alors,
Comme je l'ai dit, il faut être à sa place. Moi, ma place, c'est vulgariser les savoirs et éventuellement proposer un regard critique sur les savoirs tels qu'ils existent. Et pour te dire clairement, j'ai pas fait mon opinion sur comment on va organiser ou pas ou subir la décroissance. Voilà, donc ça c'est très clair. Je botte en touche. C'est parce que c'est pas mon job. Hein. Voilà, c'est juste c'est pas ma partie. Moi, il faut que je reste à ma place. Ma place, c'est voilà. J'ai compris des choses. J'ai compris je pense que certains discours, voilà, devraient être remis à leur place parce qu'ils sont pas, ils sont passés pour, ils font des promesses qui ne tiendront pas. Mais après avoir dit ça, je peux pas ni te prévoir l'avenir, ni te dire, alors, ni même te dire ce que je souhaite, ni ce que je pense. J'ai un fond un peu pessimiste, en fait. Voilà, mais là, et je pense que ça guide beaucoup la vision qu'on a du futur. Donc après ça, mais ça m'appartient à moi. Hein, voilà, j'en ai trait, tant pis, il est un peu dépressif, mais voilà. Donc je suis pas très optimiste. Et il y a quand même un truc dont je veux parler, c'est à propos de la justice sociale. Il y a beaucoup de décroissants qui, pour vendre, entre guillemets, je suis désolé d'utiliser ce terme, c'est dégueulasse de dire d'autres décroissants qui vendent des trucs, donc pour faire passer l'idée de décroissance, le mettre à la sauce justice sociale en disant vous allez voir, la décroissance ça va être bien parce que ça va être enfin la justice sur Terre. Là, franchement, moi je suis pas du tout optimiste sur ce plan-là, pour une raison très simple, c'est que la justice sociale, ça fait longtemps que ça nous préoccupe, ça fait longtemps que c'est quand même au cœur des débats sociaux. Et si on n'a pas réussi en période de croissance, c'est-à-dire à l'époque où on pouvait faire des jeux à somme positive, c'est-à-dire où il s'agissait juste de répartir du gâteau supplémentaire, on n'a pas su réduire les parts qui allaient aux plus riches et augmenter les parts qui allaient aux plus pauvres, alors franchement, c'était faisable hein, pendant plusieurs décennies. Maintenant que le gâteau va se réduire, je vois pas ce qui, par magie, ferait qu'on va enfin réussir à faire ce qu'on n'arrivait pas à faire quand c'était simple. Donc, je crois que ça va être dur, hein, cette réduction à venir de la productivité et des richesses produites, et que forcément, du coup, ça va, voilà, ça va créer des conflits sociaux et des complications, et que ça, à mon avis, ça va être un crash test démocratique énorme, hein, d'arriver à voir si on arrive à vivre encore ensemble et à partager et à produire ensemble et à partager ensemble dans un monde qui n'est plus un monde qui s'enrichit chaque année, mais un monde qui est en contraction en contraction. Alors en contraction physique, en contraction de produits physiques, pas en contraction ni de notre temps, ni de notre richesse monétaire. Parce que la monnaie, alors là, et c'est le bon point que je donne à Keynes, Keynes nous a dit, vous inquiétez pas pour la monnaie, on peut en faire ce qu'on veut. Et si on inonde le marché les marchés de monnaie depuis 10 ans, c'est parce que tout le monde est devenu keynésien, tout le monde a compris que des taux d'intérêt faibles, c'est génial, ça booste, ça permet de sauver la croissance, etc. Et alors là, je crois que ça, c'est quelque chose qui est très nouveau, c'est qu'on est en train de repenser le rôle de la monnaie, la place de la monnaie, etc. Les monnaies locales ont, à mon avis, une utilité extraordinairement forte pour soutenir l'activité localement et les échanges locaux, donc éviter toutes ces circulations de marchandises qui consomment des ressources fossiles, etc. Et que là-dessus, quand on crée la monnaie locale, on n'est pas limité par rien. On est sa propre banque centrale, et la monnaie, on peut en donner un peu à tout le monde, et s'il en manque, on en donne un peu plus, et on leur dit d'acheter ce qu'ils vont arriver à trouver. Alors évidemment, on retrouvera les vieilles préoccupations sur l'inflation, la perte de valeur de la monnaie, etc. Mais là-dessus, on a un corpus de réflexion qui est très intéressant et dont on se servira pour essayer de gérer ces monnaies locales, éviter les cracks monétaires locaux, et puis comprendre les relations entre les différentes monnaies existantes, etc. Mais franchement, on a compris, hein, et nos gouverneurs de banque centrale ont compris que quoi qu'il en coûte, c'est possible, que la monnaie n'a pas de raison d'être un frein, et donc de ce point de vue-là, on pourrait, et alors la dernière idée à laquelle moi je crois, puisque tu me demandes des perspectives, c'est l'idée du revenu universel. C'est l'idée que puisqu'on n'est pas limité sur la création monétaire, puisque les emplois marchands doivent être en restriction parce qu'il y a un certain nombre de secteurs, faut fermer les boutiques, hein, tout ce qui, je citerai personne parce que je vais me faire incendier en commentaire, mais tu les cites souvent, Thomas Wagner, mon pote, les cite souvent aussi, donc on les connaît, les secteurs qu'il faut fermer. S'il y en a un que je veux citer juste pour me faire plaisir, c'est la publicité, ça ne sert à rien, ça consomme des ressources
aussi bien en termes de compétences de travailleurs que d'énergie, que de tout ce que tu veux qu'on mobilise pour faire de la pub, ça ne sert à rien, on n'en a pas besoin. Dans un monde décroissant, on n'a pas besoin de pub. Elle Et la peut se pub, transformer, et, devenir plus pédagogique, plus ouais, mais j'y crois tu même pas. n'autorises par exemple la J'y pub crois que pour même des pas. J'y crois même pas. produits réutilisés. Bah non, mais Les tu publicitaires imposes. nous disent, vous inquiétez pas, maintenant on va vous vendre la décroissance et on va vous permettre parce qu'on sait convaincre et persuader. Non, je m'en fous en fait. T'as pas besoin de le faire. Ça va se faire tout seul, hein, et on n'a pas besoin de gaspiller des ressources si on en a peu pour que des gens aient nous expliquer pourquoi il faut faire la décroissance. Moi, voilà. Et là-dessus, les casseurs de pub et le journal de la décroissance. Moi, quand j'étais gamin, je cite un truc. Quand j'étais ado avec mon frère, enfin bon, bref, je ne vais pas parler de lui, mais on allait prendre les 4 par 3 la nuit avec des trucs de peinture, et puis on allait détourner ou des grandes pubs. Enfin, voilà, on l'a fait une fois. Hein. On a fait un peu les casseurs de pubs une fois, mais parce que voilà, la pub, c'est véritablement le symbole de ce que le marché veut créer pour faire de la richesse qui ne sert à rien d'autre que de faire des revenus à ceux qui sont dans le secteur. Donc là-dessus, effectivement, décroître, c'est de se débarrasser de tout ça, mais en se débarrassant de ces emplois marchands, le chantage qui nous est fait à chaque fois, c'est que vous allez mettre des gens au chômage. Comment ces gens-là vont vivre? Eh ben, allons-y. On sait créer de la monnaie. On n'a qu'à distribuer à chacun sa part. Chacun sa part. Alors là-dessus, je suis pas du tout derrière les analyses de Bernard Friot, que je respecte beaucoup, voilà, mais qui a inventé, à mon avis, un truc sur le salaire universel qui serait lié à la qualification, donc, à mon avis, à la productivité. Et à mon avis, ça ne fonctionne pas. Pour moi, le revenu universel doit être exactement le même pour tout le monde, puisque quelqu'un qui fait le coiffeur, quelqu'un qui fait le prof, quelqu'un qui fait l'ingénieur dans le nucléaire et quelqu'un qui n'a pas de boulot, n'ont aucune raison sociale en termes de justice de ne pas avoir les mêmes moyens pour vivre pour faire plus que subsister pour vivre. Voilà. Donc on peut inventer des trucs et moi voilà, le seul truc que je vois qu'on peut organiser, c'est ça. Après ça, les planifications du type de celle qu'envisage Jean Covici, et c'est bravo, super si on y arrive à refaire un plan, etc. Mais enfin, moi ce qui me fait un tout petit peu marrer avec les plans, c'est que on a toujours critiqué les économistes comme étant incapables de prévoir quoi que ce soit, et c'est la vérité. Mais on fait des plans à 30 ans, comme celui d'RTE dont je parlais tout à l'heure. Moi, je suis allé voir, RTE, il prévoit un coût du capital de 4%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des taux d'intérêt à 4% par an. Mais d'où ils savent que pendant les 30 ans qui viennent, on va pouvoir financer le capital avec des taux d'intérêt à 4%. Un taux d'intérêt, il faut quand même bien voir que ça ne peut se payer que dans un monde en croissance. C'est les taux de croissance qui payent les taux d'intérêt. Je ne veux pas faire 2 heures là-dessus. Hein. Je trouve que Paul Jorion l'a très bien expliqué. Mais le taux d'intérêt, ça existe dans un monde en croissance. Dans un monde en croissance, le taux d'intérêt, il réduit les revenus futurs. Voilà. Sinon, pour payer un intérêt, il faut escompter qu'on va gagner plus dans le futur. Donc, le scénario RTE à 4% de coût du capital, je ne sais pas sur quoi il repose. Alors, ils ont fait 3 scénarios, un à 1%. 1 à 7%. Si on a 4% de taux d'intérêt, à mon avis, on a un monde qui est en décroissance subie et en récession forte. Si on fait des taux d'intérêt à 7%, je n'ose même pas te dire qu'il n'y a plus personne qui investit, qui consomme à crédit, etc. Donc voilà les plans que l'on pourrait faire. Hein, autant on peut planifier ce qui nous restera comme ressources au rythme actuel des prélèvements. Alors ça, c'est des prévisions à la mi-dose. Autant planifier ce que sera l'ensemble d'un système en intégrant les perspectives de croissance ou de décroissance, de coût du capital ou pas du coût du capital. Mais en fait, on n'en sait rien. En fait, on n'en sait strictement rien. Donc voilà, essayons de le faire parce qu'il vaut mieux marcher à tâtons que complètement à l'aveuglette. Donc il vaut mieux quand même au moins se poser la question, mais est-ce qu'on sait où on va? Voilà, se donner un horizon de possibilités. Par contre, un plan à l'ancienne, un plan quinquennal, machin comme on faisait sous De Gaulle, tout ça avec des objectifs de production, d'emploi, etc. Je suis pas du tout sûr qu'on n'a tellement pas de visibilité sur l'avenir économique et financier de la planète que je vois mal comment, parce qu'il faut les intégrer ces données-là, hein, et tout ce qu'on veut produire ou moins produire ou transitionner, oui. Il va bien falloir que ça se fasse dans un monde qui est dans un certain état économique.
Et comme on n'en sait rien, moi je prendrais pas. Enfin, mais c'est pas mon boulot de toute façon de faire de la planification. Oh bon, tu as le droit de faire des propositions. Hein. Moi, c'est pas mon boulot non plus, mais je peux faire une proposition très ciblée, mais on peut reproduire la logique sur beaucoup d'autres domaines. Bon, ma marotte du moment, c'est les quotas, les rationnements, etc. Je pense que c'est efficace et socialement juste. J'ai vu que, oui, selon les estimations, 6, 7, 8, 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, c'est l'industrie de la mode. Et là, c'est que les gaz à effet de serre, c'est pas les autres effets dévastateurs sur l'eau, et je parle même pas des esclaves modernes, par exemple les Ouïghours qui fabriquent certains des habits qu'on porte. Donc, OK, c'est ça le constat. Eh bien, écoutez, la moyenne de textiles neufs achetés par an par Français, elle était de 11,5 kg il y a une douzaine d'années. Elle est d'un peu moins de 10 kilos aujourd'hui. De toute façon, les gens ont envie d'acheter moins, mais mieux. Eh bien, on fixe dès cette année une limite pour tout le monde à 10 kilos. Dans un an, ce sera 9,5 kg, etc., jusqu'à atteindre, je ne sais pas quoi, 5 kilos d'ici 10-20 ans. C'est largement suffisant pour s'habiller dignement. Et ces 5 kilos, il faut encourager à ce que ça provienne de plus en plus d'industries qui, pour le coup, sont en croissance, et c'est une bonne chose. Le chanvre, le lin, la laine, du Made in France, qui sont en train de rebondir. Donc tout ça se planifie par des interdictions, des réglementations, des quotas, des subventions, des incitations. Il n'y a aucun problème à faire ce que je viens de dire. Ce sont des tendances qui, de toute façon, sont en œuvre et dont on sait qu'il faut qu'elles aillent jusqu'au bout. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Ce n'est pas du tout punitif, c'est au contraire plutôt favorable à l'industrie française, à l'entrepreneuriat, et c'est valorisant pour les travailleurs et pour les consommateurs. Au final, il n'y a rien de punitif dans ce que je viens de dire. Et ça, cette logique-là, on peut la multiplier dans beaucoup de domaines. Bien ciblés. Donc, voilà, c'est pas installer une dictature, bien au contraire. Si tant est qu'on puisse considérer la manière dont sont traités les Ouïghours comme démocratiques. Cyrus, tu vas empêcher les gens de rêver. C'est comme pour les gens qui vont dans l'espace, etc. Tu vas casser le rêve. La mode, c'est du rêve. Tous les publicitaires et tous les gens de la mode te le diront. C'est de la création, c'est de l'art et c'est du rêve. Donc tu vas toucher à quelque chose qui est très... Voilà, moi, la mode, dans le bouquin, Saltan pour l'économie marchande, je l'appelle la fille insupportable de la croissance. C'est la mode. Bien sûr. Voilà. Face à ce rêve... Je valide complètement ce que tu dis. Bien sûr. Non, je me rends compte que tu te fais l'avocat du diable. Eh bien, face à ce rêve, j'en vends un autre, et je ne suis pas le seul. J'en vends un autre dans les grandes lignes de ce que j'ai décrit, qui n'a rien de non souhaitable. Et puis, nous sommes dans une bataille culturelle que je compte personnellement remporter, c'est tout. Il faut assumer aussi ça. Alors, une chose très importante que je veux te dire... Keynes avait écrit un texte dont je parle dans mon bouquin qui s'appelait Perspective pour nos petits-enfants. Je t'ai dit, il prévoyait que dans un siècle, on aurait réglé le problème économique. Et lui, il se disait, mais comment les gens vont s'occuper ? Puisque les gens aiment travailler et s'occuper, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, maintenant, on sait très bien ce qu'ils vont faire. Ils vont faire eux-mêmes ce que le marché ne pourra plus leur fournir à bon compte. Donc, moi, je suis pas inquiet sur ce qu'on va faire dans l'avenir. Il y aura plus de raisons de travailler. Et la seule question sera de savoir comment on gagne notre vie, parce qu'il faut quand même gagner de l'argent pour se procurer ce qu'on n'est pas capable de faire soi-même. Mais donc, je suis pas inquiet sur le travail, mais la question de Keynes, elle rejoint ce que tu dis sur la mode. Si on ne rêve plus sur la mode, sur le fait d'aller dans l'espace, sur le fait de voyager, de faire 3 fois le tour du monde par an ou dans sa vie, j'en sais rien, et de faire le touriste qui est prédateur de ressources. Est-ce qu'on a d'autres rêves à proposer aux gens? Et alors là-dessus, Keynes disait, il va falloir que les gens soient un peu artistes. Keynes était amoureux de l'art, amoureux des artistes, et il se trouve, voilà, bon... J'ai eu plusieurs vies, et dans une de mes vies, j'ai été un petit peu à produire des choses artistiques, et je crois qu'effectivement, il faut qu'on arrête de nous vendre des rêves qui ne sont pas à notre portée, qui ne sont pas à la portée des ressources planétaires, et on peut tout à fait développer des rêves et des choses qui grandissent l'être humain et qui seraient du domaine de l'artistique ou du savoir-faire. Parce que quand on est, j'ai repris tout à l'heure l'exemple des cuisinières, mais c'est très important, ou des cuisiniers, quand on est quelqu'un qui sait faire de la cuisine, là il y a un rêve, là il y a un projet, là il y a une fierté qui est extraordinaire, et il y a de quoi être bien plus fier d'avoir su préparer un bon plat convivial qui crée du lien entre les gens que de raconter son dernier voyage sur la muraille de Chine en montrant les selfies qu'on a fait là-bas. Donc il y a pas de souci à casser les rêves marchands.
parce qu'on a d'autres rêves à proposer aux gens, ça j'en suis absolument convaincu. Mais c'est vrai quand même, mine de rien, que c'est quand même bien ancré. Hein, le rêve marchand, on est éduqué avec, hein, et on a un paquet maintenant, mais on est tous concernés, de générations qui sont à la moindre dépression convaincus qu'ils vont se consoler en allant acheter quelque chose de neuf fourni par le marché, et non pas qui vont se consoler en se faisant une bonne bouffe, en allant voir leur potager, en cousant des habits et en tricotant une écharpe pour l'hiver, ou en peignant un joli paysage, ou en faisant de la musique, quoi. Mais il faudra revenir à des activités qui étaient très épanouissantes, très enrichissantes, très créatrices de liens, et qui ne sont pas celles que nous fournissent le marché, qui sont absolument aliénantes. J'ai le chapitre sur McDo. Qui créent de moins en moins de sens et qui sont de plus en plus rejetés. Alors, Jean, ce que tu dis ressemble un petit peu au mot de la fin, avec effectivement une philosophie à laquelle je ne peux qu'adhérer et qui va rejoindre une future invitée que je vais accueillir sur ce podcast, qui est Cécile Dezonnet, auteur du livre La société de déconsommation, la révolution du vivre mieux en consommant moins. Et ce n'est pas qu'un rêve, c'est des choses qui se vérifient statistiquement, à la fois dans les sondages et dans l'évolution des habitudes de consommation. Donc, à nouveau, on n'est pas que dans une bataille environnementale, mais aussi culturelle, que j'ai personnellement l'intention de remporter. Mais ça rejoint beaucoup ce que tu viens de dire. Peut-être, vu qu'on est dans les mots de la fin, je te laisse peut-être d'autres mots de conclusion sur des messages que tu avais en tête, que tu n'as peut-être pas eu l'occasion de transmettre dans cet échange. Écoute, je suis ravi. Moi, je veux pas abuser du temps des gens, et je sais que les vidéos, au bout d'un moment, on s'endort devant, et que j'ai une voix qui facilite l'endormissement. Mais non, mais déjà. Si, je sais endormir les gens par la parole. J'ai endormi mes enfants longtemps comme ça. Mais non, je veux dire que n'abusons pas. Revoyons-nous un de ces jours si Avec plaisir. Non, mais félicitations pour ton cours d'économie en accéléré, où effectivement, tu es remarquablement allé à l'essentiel en citant une quinzaine de théoriciens, d'auteurs, de penseurs, plus qu'une quinzaine, des dizaines. Donc, on se sent entre guillemets intelligent parce que parfois on a les références, parfois on ne les a pas, mais on les comprend. Donc, vraiment bravo, Jean, pour cette pédagogie, pour les idées que tu défends aussi, sur lesquelles tu es de moins en moins seul, et bravo d'avoir fait aussi partie des pionniers depuis 50 ans. Arrête de dire ça, je suis pionnier de rien du tout. Non, mais j'ai 54 ans et t'en as quelques-unes de moins. Donc c'est pour ça que tu me prends pour un pionnier. Mais non, il y avait on est des nains juchés sur des épaules de géants, et il y a eu beaucoup de gens. Moi, ça m'agace. J'ai vu il y a pas longtemps sur un post quelqu'un qui disait ouais, mais Jean Covici, comment ça serait possible qu'il soit le seul à avoir raison dans le monde et que tout le monde aurait tort sauf lui? Mais c'est pas vrai. C'est le gars, il s'est pas renseigné. La logique de décroissance, les limites physiques, voilà, elles ont été étudiées par plein de gens. Jean Covici rajoute sa patte, il met voilà. Mais son boulot, c'est effectivement de vulgariser extrêmement bien toute cette problématique de limites physiques de la croissance liées aux énergies fossiles et à leur disparition souhaitable. Mais voilà, non, on est les pionniers. Et si tu cherches bien, t'en as des philosophes grecs, t'en as au XIXe siècle. Moi, je parle tout le temps de John Stuart Mill, qui était un libéral absolument passionnant et préoccupé du fait. J'ai affiché ça. Tiens, ça sera mon mot de la fin. J'ai affiché sur la porte de ma salle de classe une citation de John Stuart Mill. Et je vais avoir du mal parce que je l'ai pas sous les yeux, mais qui dit que le prélèvement constant des ressources sur la nature finira par détruire les liens entre les êtres humains, hein, et voilà, je suis désolé de pas l'avoir apprise par cœur. Éventuellement, si tu fais un montage, je te la donne et puis tu la mets en petit bandeau. Mais voilà, ça fait longtemps. Et tiens, il y a un auteur que j'ai pas cité, c'est Malthus, hein, parce que j'assume totalement les théories malthusiennes, dont on m'a appris dans les années 80, quand j'ai fait mes études d'économie, que c'était le grand méchant économiste qui avait rien compris et qu'il n'y avait aucun problème de limite des ressources liées à la croissance de la population. Non, Malthus avait raison, je ne cesse de le répéter, c'était pas un mec sympa, c'était pas un gars qui avait... Non, voilà, un peu quand même austère et oui, non, mais c'est certain,
Mais enfin bon, pas particulièrement progressiste, quoi. Ah oui, non, non, mais bien sûr, voilà, mais le constat disant qu'on allait buter sur les ressources, voilà, et si on en était resté à Malthus, on serait 1 milliard ou un demi-million, un demi-milliard, je sais plus combien ils étaient à l'époque de Malthus sur la planète, et on aurait pu vivre tous comme des pachas. Voilà, donc de ce point de vue-là, ça lui donne raison. Bien sûr, on ne pouvait pas indéfiniment compter que les ressources seraient suffisamment disponibles et suffisamment en croissance pour nourrir tous les gens qu'on voudrait voir venir sur la planète. Et Dieu sait que j'aime les enfants, et que j'en ai eu, et que c'est une des plus belles choses au monde que de faire des enfants, et qu'on peut être malthusien sans être un méchant qui n'aime pas les enfants. Non, bon, après, il avait grandement sous-estimé le progrès technique, l'innovation qui a fait exploser les rendements agricoles. Mais à nouveau, moi, je ne suis pas du tout du type à opposer le progrès technologique et les limites planétaires. Enfin, voilà, pour moi, de repasser en dessous des limites planétaires, le progrès technologique fait aussi partie des solutions pour, alors, je ne sais pas si c'est repousser les limites planétaires, mais en tout cas, repasser en dessous. D'ailleurs, on a repoussé en quelque sorte les limites liées au sol. Sur lesquels Malthus avertissait. On a repoussé ces limites-là par le progrès technologique. Après, on arrive peut-être aussi à la limite de ça. Maintenant, les rendements plafonnent et même les rendements théoriquement, physiquement possibles à l'hectare. Je pense que c'est de l'ordre de 150 quintaux par hectare pour le blé, quelque chose comme ça. Physiquement possible et imaginable, maximum. Ah ben ça, c'est un truc marrant, c'est la loi des rendements décroissants, et faut pas que tu me relances là-dessus, parce que c'est une hypothèse de base du modèle néoclassique. Or, l'économie a progressé depuis des générations, avec des rendements qui étaient croissants, et avec des économies qui supposaient les rendements décroissants. Donc ça, c'est un sujet qui méritera qu'on en débatte. Oui, non, il faut foutre la paix aux gens qui nous écoutent. Rafraîchissez-vous, reposez-vous, et reprenez une vie normale, comme ils disent dans les Vignoles. Et reprendre une vie normale. C'était bien assez riche, gens comme ça, beaucoup Voilà. de grains à moudre. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi. Au revoir.